dois accorder aux autres quelque autorité fondamentale. L'autorité que je leur accorde sera sans doute partielle et répartie avec discernement, mais je ne puis la refuser en vrac. L'argumentation qui nous a conduits en ce point a suivi 3 étapes principales. 1. Je dois accorder de la légitimité aux influences antérieures des autres. Mes conceptions normatives actuelles proviennent pour une très large part de leur influence. Les normes que j'accepte ne doivent pas me dire pour cette raison de me débarrasser de tous mes jugements actuels, car si elles le font, me voici dans la peau d'un sombre sceptique. Je dois donc accorder de la légitimité à quelque influence antérieure. Cela veut dire que je dois accorder de la légitimité également aux influences à venir, pas à toutes, mais à celles qui se conforment à certains standards. Je n'ai pas d'explication vraisemblable qui dirait pourquoi les influences antérieures étaient très bien, mais celles à venir ne le seront pas. Il n'y a rien de particulier à maintenant en tant que maintenant. 3. Je dois accorder aux autres avec discrimination quelque autorité fondamentale. Quand les conditions sont favorables et que quelqu'un d'autre juge une norme indépendamment crédible, je dois recevoir cela comme en faveur de ma propre acceptation de cette norme. Car prenez une telle norme. Si nous en discutions, je serais influencé et conduit à l'accepter, et je pense que cette influence améliorerait mon jugement. Si je dois accepter la norme après amélioration de mon jugement, cela était la norme. Bref, supposez que dans de bonnes conditions pour le jugement, d'autres jugent une norme crédible de façon indépendante. Alors, cela doit favoriser la norme à mes propres yeux. Je dois accepter des normes qui disent de traiter ce fait comme pesant pour moi en faveur de mon acceptation de la norme. L'argumentation ne dit pas ce qui constitue de bonnes conditions. Elle fait plutôt appel à la cohérence, consistency, épistémologique, à la conséquence dans les normes pour l'acceptation des normes. Nous pouvons dire que ces normes composent une épistémologie de l'acceptation des normes, une explication épistémique. Elles disent quand l'acceptation d'une norme est avalisée. Prenez une affirmation normative de dernier ordre V, par exemple que la vengeance pour la vengeance ne vaut en aucune façon d'être prise. Supposez que j'accepte un système de normes d'ordre supérieur S et que S dit d'accepter V. Supposez que S dit d'accepter ce que j'accepterai dans un moment de calme, et j'estime que dans un moment de calme, j'accepterai V. Alors je pense qu'il est rationnel d'accepter V. Je pense qu'il est sensé d'accepter que la vengeance pour la vengeance ne vaut en aucune façon d'être prise. Le fait d'accepter S et d'estimer que S approuve V, ces deux choses s'ajoutent pour constituer le fait qu'il est rationnel d'accepter V. Telle est la thèse de l'expressivisme normatif. Le système de normes d'ordre supérieur S équivaut donc à une explication qui dit quand il est rationnel d'accepter des normes et quand il ne l'est pas. Nous pourrions appeler les normes dans S des normes épistémiques. L'argumentation que je viens de présenter met des contraintes sur les explications épistémiques. L'explication épistémique que j'accepte dira ce qui constitue de bonnes conditions pour un jugement normatif. Supposez que l'explication appelle bonne un ensemble de conditions et que dans ces conditions vous acceptez V. Alors, conclut le raisonnement, l'explication doit traiter le fait que vous acceptez V dans ces conditions comme tendant à avaliser V. Les appels centrés sur le juge. Le raisonnement est allé vite, et une bonne partie du reste du livre explorera des voies de fuite. Pour voir ce que fait le raisonnement, nous pourrions démarrer par un autre raisonnement, plus rapide. Qu'est-ce que traiter nos jugements normatifs comme objectifs ? J'ai proposé un certain nombre de réponses, mais en voici une autre. Traiter des jugements comme objectifs, c'est les traiter comme une connaissance objective. Cela veut dire supposer que leur contenu peut être connu, et connu par n'importe qui, du moins en principe. Une personne qui traite comme objectif ses jugements normatifs fait une explication épistémique, et cette explication ne peut être centrée sur la personne en question. Elle ne peut pas la traiter de manière particulière en tant qu'elle-même simplement et sans autre raison. Ou plus probablement, la personne agit comme s'il existait une telle explication, même si elle ne peut pas la trouver. Une version possible dira ce qui constitue de bonnes conditions pour un jugement, et quiconque se trouve dans ces conditions, dans cette version de l'explication, comptera comme un bon juge. Si les gens sont dans des positions également bonnes pour passer jugement sur une question, alors le jugement de chacun devra peser d'un poids égal. Nul ne pourra donner un poids particulier à son propre jugement simplement en tant que c'est le sien. Nous pourrions dire que c'est en cela que consiste pour l'explication de traiter un domaine comme étant objectif. Bien sûr, une personne pourrait accepter des normes qui disent de traiter nos lumières comme particulières. Il se pourrait que ces normes épistémiques disent de faire particulièrement confiance à notre propre jugement, simplement parce que c'est le nôtre.
Mais accepter de telles normes, c'est refuser de l'objectivité à nos jugements. Imaginez que j'accepte la norme épistémique. Acceptez les normes que vous jugeriez crédibles de manière indépendante dans un moment de calme. Cette norme épistémique me dit d'accepter ce que je jugerais moi-même crédible, et vous dit d'accepter ce que vous jugeriez crédible. Si telle est la norme épistémique que j'accepte, je n'assigne alors aucune objectivité à des jugements normatifs. Les standards d'avalisation dont je dispose sont centrés sur la personne qui produit le jugement. Ils donnent à chaque juge une place particulière dans l'avalisation de ses propres jugements. Mais une autre solution pourrait faire que mes standards d'avalisation soient universalistes. Je pourrais accepter la norme, accorder un poids égal à ce que chaque personne jugerait crédible de manière indépendante dans un moment de calme. Dans ce cas-là, j'assigne bien de l'objectivité au jugement normatif. Bon, pourquoi ne pas nous arrêter après avoir dit cela? Nous pouvons simplement classer les jugements en jugements qui revendiquent de l'objectivité et jugements qui n'en revendiquent pas. Les jugements revendiquent de l'objectivité si toute avalisation centrée sur le juge est exclue. Si on autorise une avalisation centrée sur le juge, on renonce à l'objectivité. Si une personne n'est pas arrivée à résoudre si elle devait oui ou non autoriser une avalisation centrée sur le juge pour ses jugements, alors elle n'a pas décidé si ses jugements doivent être objectifs ou subjectifs. La question qui reste ouverte après tout ceci est de savoir pourquoi l'objectivité a de l'importance. Pourquoi quiconque pourrait-il traiter ses jugements comme objectifs? C'est ici qu'a une grande influence le thème principal de ce chapitre. J'ai soutenu qu'une attitude presque inévitable orientée vers soi-même s'accompagne d'une pression vers l'objectivité. Au lieu de cela, je pourrais simplement traiter mes jugements normatifs en caprice de l'instant présent. Je ne verrai alors plus aucune raison d'explorer davantage les questions normatives, et je n'accorderai aux autres d'autorité fondamentale que de manière minimale, au sens où je ne traiterai pas leur influence sur mes jugements actuels comme une raison prétexte pour renoncer à ces jugements. Mais supposez que j'estime qu'il pourrait valoir la peine d'explorer davantage les questions normatives. Je traite mes jugements normatifs comme pouvant être examinés dans le temps. Je traite l'instant présent comme n'ayant pas de rapport particulier avec l'avalisation pour la seule raison qu'il est l'instant présent. Alors je l'ai dit, je dois accorder quelque autorité fondamentale au jugement des autres. Je n'ai pas rejeté toute influence antérieure et je n'assigne pas de statut particulier au présent. C'est pourquoi je ne puis rejeter de façon expéditive toute influence à venir. Je dois considérer certaines influences à venir possibles comme destinées à m'améliorer. C'est pourquoi je dois accorder du poids aux jugements qui m'influenceraient. L'objectivité d'une époque à une autre s'accompagne d'une certaine objectivité d'une personne à l'autre. Nous devons accorder du poids au jugement de quiconque améliorerait, nous l'admettons, notre propre jugement par son influence. Nous sommes encore loin d'une argumentation en faveur de l'objectivité entière, d'un poids entièrement égal accordé au jugement d'observateurs également qualifiés. Nous avons montré que si l'on met de côté les autres possibilités, peu ragoûtantes, une personne doit se tenir prête à accorder du poids au jugement des autres. Supposez qu'Ève trouve crédible de manière indépendante que la connaissance vaille d'être possédée. De plus, dans la version épistémique d'Adam, il ne manque rien à Ève comme juge normatif. Dans ce cas, Adam doit recevoir le fait qu'Ève voit les choses comme elle les voit, comme pesant à l'appui de l'affirmation qu'elle voit vraie. L'affirmation que la connaissance vaut d'être possédée pour elle-même. Il doit lui accorder quelques degrés d'autorité fondamentale. Post-scriptum, les qualités secondaires. Nous faisons l'expérience des objets comme étant colorés, de la nourriture comme ayant du goût et des tempêtes comme bruyantes. De même, nous faisons l'expérience des gens comme équitables, généreux, paresseux, courageux. Nous faisons l'expérience d'institutions comme oppressives ou libératrices, et d'actes comme justes ou injustes, admirables ou méprisables. Ces jugements sont normatifs, ou peu s'en faut. Or, nous avons déjà des explications des qualités secondaires telles que la couleur, le goût et le son. Une chose est rouge, si dans des conditions favorables, un observateur normal en fait l'expérience comme rouge. Les jugements normatifs pourraient-ils s'ajuster à de pareilles explications? Au début du livre, j'ai attaqué les analyses de rationnel en termes de pleine information. Nous pourrions considérer ces analyses comme des analyses en termes de qualité secondaire. Elles traitent rationnel comme un terme de qualité seconde. Une analyse de rouge précisera deux choses. Premièrement, ce qui constitue des conditions favorables pour la vision, et deuxièmement, une réaction, disons, s'être vue apparaître de manière rouge, qui équivaut à faire l'expérience de quelque chose comme rouge. Donc, une chose est rouge si elle suscite cette réaction dans les conditions indiquées. De même, exactement, une analyse en termes de pleine information indique ce qui constitue des conditions idéalement favorables pour une réaction normative. Les conditions idéalement favorables sont des conditions de pleine information. Quant à la réaction, elle varie d'une analyse à l'autre. Dans l'analyse des désirs rationnels intrinsèques par Brandt,
la réaction et le désir intrinsèque lui-même. Nous pourrions dire que désirer une chose intrinsèquement, c'est en faire l'expérience comme intrinsèquement désirable. Ce que Brandt propose en fait est que la chose est vraiment intrinsèquement désirable si nous en faisions une telle expérience dans des conditions idéalement favorables, des conditions de pleine information rencontrées de manière frappante et répétée. Tel est aussi le schéma des analyses en termes d'équilibre réfléchi. D'après une des lectures vraisemblables qu'on peut en faire, d'après cette description, le grand projet de Rawls est de rendre compte de nos jugements bien pesés en équilibre réfléchi. Rawls, 1971. Des jugements bien pesés sont des jugements produits dans certaines conditions définies qui sont favorables à la réflexion et au jugement en général. L'équilibre réfléchi est l'état hypothétique qui est atteint après avoir évalué, weighted, différentes conceptions proposées face auxquelles soit on révise ces jugements pour les mettre en accord avec l'une des théories, soit on continue à défendre ses convictions initiales. Au cours de cette évaluation, weighting, on nous propose toutes les descriptions possibles auxquelles nous pouvons conformer nos jugements de manière plausible, ainsi que tous les raisonnements philosophiques pertinents en leur faveur. Nous pourrions donc essayer de dire qu'un désir est rationnel si nous devions le juger rationnel dans un équilibre réfléchi. Compléter cette ébauche et nous aurions une analyse en termes d'équilibre réfléchi du mot rationnel appliqué au désir. Donc le schéma des qualités secondaires vaut de nouveau. Des conditions idéalement favorables pour le jugement sont des conditions d'équilibre réfléchi, là où cette notion est précisée de façon convenable. La réaction est de trouver rationnel un désir. Il faut donner une caractérisation de cet état psychique qui soit indépendante. Je pourrais dire moi-même qu'il consiste à accepter des normes. Même cette demande qu'il y ait indépendance est discutée. Wiggins, 1987, tente d'expliquer les concepts de qualité secondaire sans cette exigence. Il reconnaît que cela semble l'exposer au danger de circularité, lequel consisterait à spécifier la qualité dans les termes de la réaction et la réaction dans les termes de la qualité. Il se frotte à ce danger et essaie de montrer qu'il est faible. Encore une fois, une chose est rationnelle si elle suscite la réaction dans les conditions indiquées. Autrement dit, elle est rationnelle si elle est jugée rationnelle dans les conditions de l'équilibre réfléchi. Les définitions du langage moral en termes d'observateur idéal suivent également ce schéma. En particulier, Furz, 1952. Beaucoup peut dépendre de l'auteur de la réaction considérée, tout le monde ou seulement le locuteur ou tout le monde dans la communauté. J'ai affaire à ce genre de questions pour mes propres analyses, mais je ne les considère pas dans des analyses en termes de qualité secondaire. Étant maintenant munis de réflexion sur l'autorité, nous pouvons revenir en arrière et voir pourquoi les analyses en termes de qualité secondaire fonctionnent presque et aussi pourquoi on peut inventer des contre-exemples. Les jugements normatifs sont-ils comme des jugements de couleur? Un parallèle trop étroit se fourvoierait bientôt. Pensez à l'abolitionniste dans un monde de propriétaires d'esclaves. Il admet que dans l'expérience de presque tout le monde, l'esclavage est juste, et pourtant il persiste à juger que l'esclavage est injuste. Il ne raconte pas d'absurdité, il est en désaccord de manière forte avec ceux qui l'entourent. Il n'y a rien de comparable pour la couleur. Supposez que je fasse l'expérience comme jaune de ce dont tout le monde fait l'expérience comme rouge. Au départ, nous pourrions demander comment moi, ou tout le monde, nous pouvons savoir que telle est mon expérience. Et il est significatif qu'il semble pas y avoir de problème semblable sur la façon dont nous pouvons savoir que l'abolitionniste juge l'esclavage injuste. Pourtant, nous pouvons imaginer que je vois identiquement les choses que les autres jugent jaunes, et celles que les autres jugent rouges. Même dans ce cas, je n'ai pas de désaccord sérieux avec les gens qui m'entourent. Si je persiste à appeler rouge des choses jaunes, je me montre tordu. J'ignore la nature de la couleur, ou bien j'emploie des termes de façon idiosyncratique. Les analyses en termes de qualité secondaire assurent la correction d'une bonne partie de tout ceci, de même que les couleurs sont discernées par les gens normaux à la lumière normale. De même, les propriétés normatives sont discernées dans des conditions les plus favorables pour le jugement. Comme je l'ai dit, c'est là le schéma d'une analyse en termes de pleine information de rationnel, telle que celle que j'ai trouvée chez Brandt. Brandt, 1979, dont je parle longuement dans le chapitre 1. Je rappelle que, pour sa part, Brandt ne présente pas cette analyse comme une explication de ce que nous voulons dire actuellement, mais comme une réforme. Alors peut-être que ce que prétend l'abolitionniste, c'est que les autres ne sont pas parvenus à atteindre certaines conditions qui sont les plus favorables pour le jugement normatif et que s'ils y parvenaient, eux aussi jugeraient que l'esclavage est injuste. Les analyses de rationnel en termes de pleine information fonctionnent presque.
Les attitudes dont j'estime qu'il est censé de les avoir seront normalement celles dont j'estime que je les adopterai en étant pleinement confronté avec une pleine information. Mon attitude normale envers moi-même est de considérer que mon autorité est principalement limitée par un défaut d'information ou par un défaut de réflexion. Prenez les recherches, même les plus simples. Supposez que je ne connaisse pas la température qu'il fait à l'extérieur et que je veuille la connaître. Je consulte un thermomètre extérieur que j'estime être juste. Avant de consulter le thermomètre, je me considère tel que je serai tout de suite appris comme une autorité sur la température extérieure. Ainsi, je consulte le thermomètre pour me constituer en autorité, grâce à mes lumières sur la température. Ici, c'est l'autorité qui est à l'œuvre, pas la signification. Je ne pense pas que la signification même de la température extérieure est ce que je considérerais comme la température extérieure si je devais consulter le thermomètre. J'estime simplement que je suis un lecteur de thermomètre digne de foi. Dans ce cas, comme dans la plupart des cas, j'estime que mon autorité est limitée par la seule ignorance. Toutefois, dans certains cas, je ne ferai pas confiance à mon autorité hypothétique après avoir acquis davantage d'informations. Les cas du chapitre 1 étaient de ce type. Prenez le fonctionnaire qui est honnête, mais qui pense que s'il représentait fortement et avec insistance les profits de la corruption, cela changerait ses préférences et les normes qu'il accepte. Il ne traite pas son moi hypothétique, lui-même tel qu'il serait s'il était représenté longuement ses tentations, s'il s'était représenté longuement ses tentations, comme une autorité normative. C'est en cela qu'il est la plupart du temps différent de la plupart des gens, qui s'attendent à améliorer leur qualité d'autorité en faisant des recherches. Il en va de même pour l'égoïste, qui estime qu'une prise de conscience aiguë des souffrances des autres provoquerait en lui le développement d'un souci irrationnel en leur faveur. D'ordinaire, une personne s'estime mieux informée, s'estime telle qu'elle serait après s'être représentée longuement des choses comme les souffrances des autres, en tant qu'autorité normative. Passe cet égoïste. Autrement dit, il n'est pas disposé à laisser dépendre les normes qu'il accepte des normes qu'il accepterait de façon hypothétique après s'être représenté longuement les souffrances des autres. C'est dans de pareils cas qu'une personne rejette la pleine information comme le seul standard de la rationalité. Dans des cas où elle n'est pas disposée à traiter son moi hypothétique, elle-même telle qu'elle serait si elle jouissait d'une information maximale, comme une autorité normative. Cela vaut pour toute la famille des analystes qui traitent les jugements normatifs comme des jugements d'une qualité secondaire. Savoir quelles conditions sont idéalement favorables pour le jugement, c'est en soi une question normative. C'est une question qui touche au moment où il est censé accorder de l'autorité au jugement normatif. Établissez une explication des conditions de jugement qui sont idéalement favorables et choisissez une réaction. Appelez les conditions C et la réaction R. L'analyse dit que le jugement normatif J est correct si et seulement si une personne dans les conditions C aurait la réaction R. Mais nous pouvons imaginer quelqu'un qui admet que la réaction R a été suscitée dans les conditions C, mais qui est en désaccord avec le jugement J, et ce de manière cohérente. Il ne commet pas d'erreur de langage ou de logique, c'est plutôt qu'il a une explication différente des conditions de jugement normatif qui sont idéalement favorables. Les analyses dispositionnelles marchent pour les qualités secondaires et échouent dans le cas des normes. Néanmoins, les jugements normatifs présentent des parallèles importants avec les jugements sur les qualités secondaires. Si je vois une chose comme étant bleue, je suppose normalement que je la vois telle parce que la chose est vraiment bleue. De même, si une action me met en colère, je suppose normalement qu'elle me met en colère parce qu'elle est vraiment scandaleuse. Je vois mon expérience comme réagissant à la manière dont sont les choses. Toutefois, les versions que je peux me donner des raisons pour lesquelles cela est ainsi seront différentes dans les couleurs et pour les normes. Pour les couleurs, je n'arrive à voir que la capacité à réagir est simplement affaire de vision normale. J'accorde à mes sens une autorité à première vue, et quand je médite sur la base que j'ai pour cela, je trouve une explication simple, dans le cas de la vision, le correct et le normal. Tout ce que je prétends sérieusement en passant de ça à l'air bleu à C bleu, c'est que j'ai une vision de couleur normale et que les conditions sont normales. Dans le cas des réactions régies par les normes, le correct n'est pas purement et simplement le normal. Je pourrais penser que des coupes de cheveux extrêmes mettent des gens en colère de façon régulière et normale. Elles ne sont pas pourtant un scandale moral. Notre colère est erronée. Certes, mes jugements de ce qui est scandaleux sont guidés par des sentiments. D'ordinaire, quand je suis en colère contre quelqu'un, j'estime que ce qu'il a fait est scandaleux. J'estime qu'il est censé d'être en colère. Bien sûr, il arrive parfois que je traite ma colère comme témoignant d'une illusion. J'éprouve parfois de la colère, mais j'estime que ce n'est pas censé. Cependant, d'ordinaire, mes jugements s'ajustent à mes sentiments, et je traiterai mes sentiments comme témoignant du contenu du jugement. J'estime que j'éprouve de la colère parce que ce qu'il a fait était scandaleux. J'éprouve de la colère parce que ce qu'a fait cet individu mérite de la colère.
De fait, j'accorde l'autorité à mes sentiments, j'accorde l'autorité à moi-même, tel que je suis quand j'ai ces sentiments et que je produis en même temps des jugements normatifs en conséquence. McDowell, 1985, souligne une analogie entre les jugements normatifs et les jugements de qualité secondaire, mais il tombe d'accord qu'il y a aussi une non-analogie. Juger une chose bleue, c'est estimer qu'elle causera normalement des expériences de la couleur bleue, et estimer une chose scandaleuse, c'est estimer qu'elle mérite de la colère. Or, la notion de mériter une réaction semble particulièrement normative. De fait, qu'une chose mérite de la colère semble identique à mon expression. Il est censé d'éprouver de la colère à son sujet. Il est donc difficile de percevoir ce qui est censé d'être la force de ce parallèle. Je pense que cette force est censée résider dans le sentiment dont je suis en train de parler, dans le sentiment que nous avons que nos expériences réagissent à la réalité, que nous voyons les choses comme étant bleues, parce qu'elles sont vraiment bleues, et que nous éprouvons de la colère à propos de certaines choses parce qu'elles sont vraiment scandaleuses. Wiggins, 1987, essai 5, reprend ce « parce que » et dit qu'il introduit une explication qui explique et justifie en même temps. Il qualifie la position qu'il développe de forme de subjectivisme, mais elle s'écarte d'un certain nombre de façons du modèle pur et des analyses en termes de qualité secondaire que j'ai critiquées. Certains de ces écarts semblent conçus pour expliquer des traits qui appellent, je le pense quant à moi, quelque chose comme l'expressivisme normatif. Les concepts impliqués sont essentiellement contestables, sujets à la critique. Il est possible que nous désespérions de laisser dépendre toute la question du correct de l'analogie entre un organe sensoriel sain, solide et un juge ou un organisme solide. Pour ma part, je me perçois comme en train d'essayer de dire en quoi consiste cette contestabilité essentielle et comment nous pouvons penser, évaluer un juge comme solide ou pas sans penser que nos critères donnent ce que veut dire pour un juge être solide. Reste que l'opposition entre ces deux types de jugement est cruciale. L'explication de la façon dont nos sentiments suivent la piste du monde n'est pas faite que de normalité. Je ne puis expliquer la confiance que j'accorde à mes sentiments normaux en faisant purement appel à la signification en disant que tout ce que prétendent mes jugements en faveur de mes sentiments, c'est que mes sentiments sont normaux. Quand je juge qu'il est censé d'éprouver de la colère, même si je fais mine de traiter ma corollaire comme une réaction au scandale, mes jugements sont normatifs. J'estime qu'il est censé d'être en colère et aucune explication par une pure normalité n'épuise la signification de cela. J'accorde de l'autorité au jugement normatif que je produis quand je suis guidé par mes sentiments. Je suis en train de dire qu'une partie de ce qui rend les conditions favorables pour un jugement normatif, c'est que dans cette situation, mes jugements sur ce qu'il est censé d'exprimer sont guidés par les sentiments que j'ai vraiment. 10. Le jugement de clocher. Un locuteur qui appelle une chose rationnelle exerce une pression dans la conversation. Il formule une exigence conversationnelle. Il exige en fait que ce qu'il dit soit accepté. Dans le chapitre précédent, j'ai introduit ces exigences conversationnelles et je les ai explorées du point de vue de l'auditeur. Un auditeur devrait-il jamais accéder à de telles exigences? Certains cas ne posaient aucun problème. Parfois, la seule autorité revendiquée est contextuelle. Mais dans certains cas, les prétentions à l'autorité vont au-delà de tout raisonnement contextuel. Le locuteur s'appuie sur quelque chose de plus que sur les normes qu'accepte déjà l'auditeur. J'ai soutenu que même dans ce cas, il peut être censé d'accéder aux exigences du locuteur jusqu'à un certain degré et avec discrimination. Même pour un auditeur rationnel, les exigences conversationnelles ne sont pas forcément d'un romanesque échevelé. Voyons maintenant ce qu'il en est du locuteur. Il traite ce qu'il dit comme étant objectif, ai-je suggéré, quand il produit de la part de ce qu'il dit des exigences conversationnelles. Or, même si c'est juste, cela ne nous dit rien de ce que veut dire l'objectivité. Accordons que nous savons ce que c'est pour une personne de traiter une affirmation normative comme étant objective. Mais qu'est-ce vraiment que penser l'affirmation objective? La stratégie expressiviste fait de cette question celle à laquelle il faut répondre. Nous pourrions dire que le locuteur pense son affirmation objective s'il peut la traiter comme étant objective et le faire sincèrement. Donc, pour parfaire cette explication, il nous faut seulement expliquer la sincérité. Il ne faut pas expliquer la sincérité comme le fait de dire ce que nous pensons. Après tout, la question à l'origine était de savoir ce que c'est que penser une chose objective. Il nous faut une caractérisation indépendante de la sincérité. Penser une affirmation objective, c'est se sentir prêt sincèrement à la traiter comme objective. La traiter comme objective, c'est formuler de sa part des exigences conversationnelles. Il nous faut dire ce qui rend une exigence sincère. Les exigences légitimes. Il y a des situations où un locuteur persuadera de toutes les manières qu'il peut. Cléopâtre brandit une épée au-dessus de la tête du messager, prêt à frapper. Le messager essaiera de l'en dissuader, sans guère de scrupules sur la méthode. Toutefois, dans une extrémité moins désespérée, il pourrait bien y avoir des scrupules. Il pourrait vouloir parler honnêtement et sincèrement. Il pourrait vouloir faire preuve de franchise quant au fondement de ce qu'il dit.
Il pourrait vouloir être cohérent dans ce qu'il affirme et dans les choses qu'il dirait pour appuyer ses affirmations. Ce qui est en jeu ici, c'est plus qu'une étroite sincérité. Une personne peut être sincère dans les limites de ce qu'elle dit, sans être franche pour autant. Elle peut dire ce qu'elle a en tête, mais pas en totalité. Elle peut dissimuler les fondements qui lui permettent de dire ce qu'elle dit. Ptolémée sait qu'il raisonne à partir des prémices que rejette Cléopâtre. S'il se contente d'avancer ses conclusions en lui laissant penser qu'il les a tirées de choses qu'elle accepte, il est sincère, mais il n'est pas franc. Il dit ce qu'il pense, mais il l'égare en ce qui concerne le fondement de ses affirmations. Nous pourrions dire que, dans un sens minimal, la sincérité consiste à accepter ce que nous avançons. Toutefois, dans le cas d'exigences conversationnelles, il faut quelque chose en plus. Les exigences sincères ne devraient pas simplement être terroristes. Une personne pourrait accepter un jugement normatif tout en acceptant pourtant des normes d'ordre supérieur, permettant à l'auditoire d'agir autrement. Si elle est franche à ce sujet et persiste à produire des exigences, ces exigences constituent une sorte de terrorisme. Cette personne exige quelque chose de l'auditeur, alors même qu'elle admet que, l'appliquant à l'auditeur, les normes d'ordre supérieur qu'elle accepte n'imposent aucune nécessité de la sorte.